Bonjour, donc aujourd'hui on va parler d'évolution et on va faire un rappel d'abord de génétique de ce que vous avez vu en troisième. Il faut que vous sachiez que tous les êtres vivants, les humains, mais n'importe quelle espèce vivante, même les végétaux, possèdent des cellules. Et dans ces cellules, il y a un noyau, et dans le noyau, il y a de l'ADN. Et lorsqu'une cellule se divise, le noyau disparaît, et on va voir que l'ADN se condense et forme des chromosomes. On a une molécule d'ADN par chromosome. Lorsqu'on prend des photos des chromosomes et qu'on les organise par taille et par paire, on appelle ça un karyotype, puis parce que effectivement les chromosomes sont constitués par paire. Chez les humains, il y a 23 paires de chromosomes, donc ça fait 46 chromosomes pour les humains. C'est très important de comprendre que les chromosomes sont par paire, puisqu'en fait, les chromosomes, il y en a toujours un qui vient du père et l'autre qui vient de la mère. C'est ça qui fait qu'on a deux exemplaires de chacun de nos chromosomes. Donc ici, par exemple, une paire de chromosomes d'un individu, et vous voyez qu'il y a des portions de chromosomes sur lesquelles on va trouver des gènes. Donc un gène, qu'est-ce que c'est? C'est un petit morceau de chromosome. J'en ai dessiné un seul, mais par exemple, chez les humains, il y a environ 1000 gènes par chromosome. Donc ça, c'est un gène. Là aussi, ça veut dire qu'on a deux exemplaires du gène. Et puis, chez une autre personne ici, vous voyez un autre exemplaire du gène. Et donc, ces exemplaires, on appelle ça des versions. Et ces versions sont appelées les allèles. Moi, je donne souvent l'exemple des chaussures. On a tous des chaussures. Les chaussures, ce serait le gène. Par contre, ce qui change, c'est qu'on n'a pas la même taille de chaussures, la même couleur, etc. Donc, c'est ça, les allèles. C'est ce qu'on appelle la version d'un gène. Et c'est ce qui va donner nos caractéristiques. On a tous une couleur d'yeux, puisqu'on a des gènes qui interviennent sur la couleur des yeux, et on n'a pas la même couleur d'yeux, par contre, parce que certaines versions des gènes, donc certains allèles vont donner les yeux bleus, alors que d'autres vont donner les yeux marrons. Ce que je veux que vous reteniez déjà, c'est que pour des gènes, il existe des allèles, et ça va donner du coup la diversité de nos caractéristiques. Alors maintenant, on va parler d'évolution. Donc c'est directement lié à ce qu'on a vu sur le programme de troisième. Parce que qu'est-ce qui évolue dans une espèce? C'est les allèles. Et les allèles, comme c'est eux qui déterminent les caractères de l'espèce vont évoluer aussi. C'est vrai pour les humains, pour les tortues, pour les végétaux, pour toutes les espèces, les caractères sont déterminés par des allèles. Alors, une évolution de qui? Donc des espèces, mais dans les espèces, gardez en tête qu'il y a des populations. Qu'est-ce que c'est une population? C'est-à-dire un groupe d'individus. Par exemple, dans l'espèce humaine, ce qu'on pourrait appeler une population, ce serait une classe. Votre classe, c'est une population, et une autre classe, c'est une autre population. Comment se fait l'évolution? On va voir trois choses. Dans un premier temps, on va parler de la sélection naturelle, parce que normalement, vous l'avez déjà vu en troisième, et puis on parlera de la dérive génétique, qui est la nouveauté de seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que les êtres vivants vivent dans un environnement. Cet environnement, je vous rappelle qu'il y a le biotope. Le biotope, ce qu'on appelle aussi le milieu, caractérisé par sa température, son humidité, sa salinité, son pH, autrement dit les caractéristiques physiques et chimiques de l'endroit où vivent les êtres vivants. Et la biocénose, c'est en fait l'ensemble des êtres vivants, donc les animaux, les végétaux, les champignons. Ces caractéristiques de l'environnement, elles vont infliger une sélection aux êtres vivants qui s'y trouvent. En fait, faut voir ça presque de façon statistique et non pas finaliste, c'est-à-dire qu'il suffit que des individus se reproduisent mieux dans un milieu pour que leurs allèles se retrouvent avantagés et que les allèles soient plus nombreux dans une population. Donc par exemple, on a un exemple classique, celui des phalènes, que vous avez peut-être déjà vu, sur l'écorce de bouleau. Donc c'est un exemple qui a été vu en Angleterre avant la révolution industrielle. Le tronc des bouleaux était blanc et on trouvait énormément de phalènes, donc ces petits papillons, de couleur blanche. Et il y avait quelques formes mélaniques, des formes sombres, on va dire, qui étaient très rares, qui étaient quand même présentes. Et en fait, comment on l'expliquait? Elles étaient plus facilement repérées par leurs prédateurs, notamment les oiseaux, qui s'en nourrissaient, et donc elles étaient peu nombreuses. Mais après la révolution industrielle, il y a une pollution qui s'est traduite notamment par un assombrissement des troncs, des bouleaux, et on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de formes mélaniques, donc de formes sombres de la phalène, ça veut dire qu'elle était porteuse d'un autre allèle, l'allèle noir. Et l'allèle noir s'est mis à devenir majoritaire, ce qui montre qu'en fonction de l'environnement,
les allèles d'individus peuvent changer en fréquence. Attention, il ne faut pas dire que les phalènes, elles ont changé, elles sont devenues sombres pour s'adapter au milieu sombre. C'est simplement que lorsque le milieu était sombre, elles étaient moins repérées, elles ont pu faire plus de descendants. Celles qui étaient claires, elles ne se sont pas adaptées, elles ne sont pas devenues sombres. Elles ont juste été mangées avant d'avoir eu le temps de se reproduire beaucoup. Et donc, au bout d'un certain temps, il y avait de plus en plus d'allèles noirs qui ont été transmis. Et donc, c'est comme ça qu'on explique que la fréquence des allèles est changée. D'accord ? Ici, il y avait beaucoup plus d'allèles blancs, ici, beaucoup plus d'allèles noirs. Alors ça, c'est une sélection par l'environnement. Mais en réalité, même s'il n'y a pas de sélection, imaginons le meilleur des mondes, où tout va bien et que les individus se reproduisent sans prédateurs ou autres, sans maladie, il va quand même y avoir un changement des allèles. Et ça, il suffit de comprendre comment se passe la reproduction. Donc, on va voir l'évolution par le hasard grâce à la dérive génétique. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la dérive génétique ? Vous savez que quand des individus se reproduisent, la plupart du temps, en tout cas dans la reproduction sexuée, il y a un mâle et une femelle. Lorsque on a une souris mâle ou une femelle, c'est comme pour les humains, les chromosomes sont par paire et ils vont transmettre un seul des deux chromosomes à leurs descendants. Alors là, j'ai fait, pour m'amuser un petit peu, imaginer que le bord des oreilles, que leur couleur dépendrait de l'allèle qu'ils possèdent. C'est pour que vous compreniez qu'il y a un lien entre le caractère et l'ADN. Et donc, on voit que une souris qui possède un allèle qui donne le bord des oreilles sombre et l'autre allèle qui donne le bord des oreilles rouges, elle a une oreille de chaque couleur. C'est bien sûr un exemple fantaisiste. Surtout, il va y avoir souvent des allèles qui sont dominants. Par exemple, elle aurait pu avoir les oreilles complètement rouges si l'allèle rouge avait été dominant. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il y ait un seul chromosome sur les deux qui soit transmis. Donc ici, par exemple, par le spermatozoïde, le spermatozoïde du mâle a pu prendre ce chromosome, le transmettre à l'ovule de la souris femelle, qui aurait pris aussi ce chromosome, avec aussi l'allèle qui donne le bord de l'oreille rouge, et donc on a un descendant avec les deux oreilles rouges. C'est formé par une cellule œuf, je vous rappelle, un spermatozoïde qui rencontre un ovule, une cellule œuf qui donne un nouvel individu et qui va posséder donc les deux chromosomes des parents. Attention, c'est pas parce que les parents ont transmis un chromosome qu'ils ne vont pas pouvoir le retransmettre à la fois d'après qu'ils vont faire un enfant, puisqu'ils ont les chromosomes dans toutes leurs cellules. Donc quand ils vont refaire un bébé, par exemple ici, j'ai imaginé que le mâle redonne cette fois un autre chromosome qui donne le bord des oreilles sombre, et puis pour la femelle, on peut imaginer que soit la femelle donne encore le chromosome rouge, et dans ces cas-là, le bord de l'oreille sera rouge. Je ne l'ai pas dessiné parce que ça peut être aussi que la femelle transmette l'allèle qui donne le bord de l'oreille vert, et dans ces cas-là, ce serait vert. Donc vous comprenez que c'est comme un tirage au sort, c'est un peu comme jouer à pile ou face. À chaque fois qu'on fait un enfant, on transmet la moitié de nos chromosomes. N'oubliez pas que les chromosomes, il n'y en a pas que deux. Par exemple, chez les humains, il y en a 46, donc à chaque fois, sur les 46, on en transmet un des deux. Et c'est ça qui fait que d'une génération à l'autre, comme les individus se reproduisent pour passer d'une génération à l'autre, donc là je ne l'ai pas écrit, mais c'est la génération 1 par exemple, ici la génération 2, la génération 3, donc elles sont là les générations, et à chaque génération, comme c'est le hasard qui fait que tel ou tel chromosome est transmis, il y a la fréquence des allèles qui va changer. S'il n'y a pas beaucoup d'individus, ça va faire des grandes variations. Et il peut y avoir des allèles qui, s'ils n'ont pas été transmis une première fois ni une deuxième fois, qui vont disparaître. Par exemple, s'il y a, je ne sais pas, que 6 souris, quelques-unes qui font des enfants, c'est possible que le chromosome avec l'allèle vert ne soit pas transmis aux descendants et finisse par disparaître. Donc finalement, de façon naturelle, des allèles finissent toujours par disparaître. D'ailleurs, là, on est en train de parler de ce qui fait diminuer la diversité génétique. La sélection naturelle, ça fait diminuer la diversité génétique. Il y a de moins en moins d'allèles, puisque il y a des allèles qui vont être sélectionnés. Là, il y a encore une forme blanche qui se maintient, mais au bout d'un moment, si ça reste trop longtemps comme ça, il n'y aura plus que des formes mélaniques, des formes sombres, et l'allèle aura disparu. Vous voyez qu'ici aussi, même quand il n'y a pas de sélection, ça va plus lentement, mais ça arrive quand même, certains allèles finissent par disparaître. Si la population est importante, comme ici,
on voit que ça va disparaître plus difficilement, mais ça peut quand même finir par disparaître. Donc ça va dépendre des individus, du nombre qu'il y a. Par exemple, imaginez sur une île, quelques individus qui arrivent sur une île, il peut y avoir certains allèles qui disparaissent rapidement par dérive génétique. On pense par exemple à Darwin qui avait étudié les populations de pinsons sur les îles Galapagos, et donc il y avait des variations de caractère. Pourquoi il y a des variations de caractère d'une île à l'autre? D'une part par la sélection naturelle et d'autre part par la dérive génétique qui fait varier les fréquences des allèles. Donc retenez que les allèles disparaissent plus rapidement par dérive génétique dans une petite population. Il y a une troisième chose qui fait évoluer les fréquences des allèles et les caractères des espèces, c'est la sélection sexuelle. Pour comprendre la sélection sexuelle, il faut comprendre ce que c'est que la communication intraspécifique. Intra, ça veut dire à l'intérieur, spécifique d'une espèce, donc comment on communique au sein d'une espèce, par exemple pour dire j'ai faim, mais aussi pour dire attention, c'est mon territoire, ou pour dire attention, il y a un prédateur, ou pour dire qu'on a envie de se reproduire avec un partenaire. Donc il y a tout un tas de raisons de communiquer pour les individus d'une espèce. Celui qui émet le message, on appelle ça l'émetteur. Il peut émettre différents signaux. Donc il peut y avoir un signal visuel, donc ça peut être penser aux plumes du paon par exemple, quand il fait sa roue, ou penser au plumage aussi de pas mal d'oiseaux. Ça peut être sonore, ça peut être par exemple le brame du cerf, ou encore le chant des oiseaux, puisqu'on pour rester dans l'exemple des oiseaux. Et ça peut être aussi des signaux chimiques. Par exemple, ça va être les phéromones que libèrent les fourmis qui permettent de s'orienter dans la fourmilière et également vers une source de nourriture. Pour l'anecdote, ce déplacement selon des concentrations de phéromones, c'est ce qui a inspiré les systèmes de circulation avec Waze qui permettent de limiter les bouchons en détectant des ralentissements. Là, c'est dans les zones où il y a beaucoup de phéromones que les fourmis vont les éviter parfois dans la fourmilière pour se déplacer plus rapidement. Donc ce signal va être reçu par un récepteur, qui peut être donc un individu de sexe opposé ou pas forcément, parce que ça peut être dans le cas de différentes réponses. Donc ça va engendrer une réponse du récepteur, qui va être par exemple une réponse de défense. Ça peut être penser au cri de la marmotte qui va alerter les autres marmottes et qui vont aller se cacher d'un prédateur. Ça peut être pour indiquer l'alimentation, penser à la danse des abeilles qui va indiquer où localiser une source de nourriture, par exemple. Ça peut être un animal, je pense au loup, qui va détecter le territoire d'un autre, qui va sentir par exemple des odeurs de musc, d'urine, voire des traces de griffures sur les troncs, et donc ça permet de délimiter le territoire. Et dans le cas qui nous intéresse, il y a bien sûr le rôle de la reproduction. Par exemple, un oiseau va avoir un champ précis. Si on regarde dans le détail, on appelle ça un spectrogramme, et vous voyez qu'il y a une fréquence, il y a une amplitude, il y a des motifs qui se répètent. Et donc, ce champ va être détecté par la femelle notamment, et faire que les oiseaux se reproduisent ou pas. Si jamais la femelle ne reconnaît pas le champ, ou qu'elle le considère trop différent de son espèce, elle pourra refuser de se reproduire. Et qu'est-ce que c'est que des populations qui ne se reproduisent pas? Du coup, c'est plus des populations. C'est des espèces différentes. C'est la définition d'espèces. Pour être de la même espèce, il faut être capable de se reproduire et d'avoir des descendants fertiles. Donc, il suffit que, même si des individus peuvent se reproduire, si on prend le spermatozoïde de ce mâle et qu'on le fait rencontrer un ovule de cette femelle, peut-être qu'il pourrait avoir un bébé, mais le problème c'est qu'ils ne vont jamais se rencontrer puisque la femelle refusera de s'accoupler à cause du champ qu'elle perçoit pas de la même façon. Donc ça peut être lié à des séparations, c'est ce qu'on va voir juste maintenant avec la spéciation. Donc on a vu tout à l'heure que dans une espèce, il existe différentes populations. Imaginez que les populations migrent ou qu'elles aient été séparées, par exemple une chaîne de montagnes, ça peut être l'Himalaya. On a vu des cas comme ça avec des populations d'oiseaux d'une même espèce qui se retrouvent de part et d'autre de l'Himalaya. C'est donc des environnements différents. Il ne fait pas la même température, il n'y a pas les mêmes prédateurs, et donc il n'y aura pas les mêmes conditions de sélection naturelle, il n'y a pas les mêmes prédateurs.
Et puis le hasard ne va pas être le même d'un côté ou de l'autre. Si on joue à pile ou face d'un côté de l'Himalaya ou de l'autre, il y a peu de chances qu'on obtienne les mêmes résultats si on joue 1000 fois à pile ou face. Là, c'est pareil, des choses qui arrivent par hasard, ce sont les mutations. Les mutations, c'est les seuls événements qui vont créer de la diversité génétique puisqu'elles font apparaître des nouveaux allèles. C'est une modification de l'ADN. Et donc, il peut y avoir des mutations, c'est ce que j'ai représenté ici, avec les petites croix vertes. Et elles font apparaître des nouveaux allèles. Vous voyez ici, dans cette population, il y a eu des mutations qui ont fait apparaître de nouveaux allèles. Inversement, vous voyez que là, j'ai des allèles qui ont disparu. Ça peut être par sélection naturelle ou aussi par dérive génétique. Le hasard fait que certains allèles ont pu disparaître. Et enfin, dans la population 2, vous voyez qu'elle s'est relativement conservée ici. Ce que je représente par des croix, je n'ai pas précisé, mais c'est des individus, et les couleurs, c'est les caractéristiques des individus. Donc c'est un exemple, une caractéristique, ça peut être, je ne sais pas moi, la taille du bec par exemple. On pourrait dire que rouge égale une taille de bec de 1 cm et noir une taille de bec de 1,5 cm, par exemple. C'est juste que voilà, il y a des caractéristiques, et ces caractéristiques, elles ont une fréquence dans la population. Il peut y avoir 30% des oiseaux qui ont un bec de 1 cm et 20% qui ont un bec de 1,5 cm, par exemple. Bon, il y a des fréquences, vous voyez qu'ici les fréquences sont un peu changées, mais que les allèles n'ont pas forcément été modifiés. Sauf que là, vous voyez qu'il y a des allèles qui sont présents dans les populations, et dans la population 1 et qu'on ne retrouve pas dans la population 2, et réciproquement. Donc on ne peut plus parler de population si jamais les populations ne peuvent plus se reproduire. Qu'est-ce que c'est des populations qui ne peuvent plus se reproduire ? C'est plus des populations, c'est ce qu'on appelle des espèces. On a donc une espèce 1 qui a donné 2 espèces. Ces espèces sont d'ailleurs différentes de l'espèce de départ. Donc on pourrait dire que c'est des espèces 2 et espèce 3. Voilà ce qu'on appelle la spéciation. Si je vous donne une définition de la spéciation, c'est donc la formation de nouvelles espèces à partir d'une espèce ancestrale. Donc de 2 espèces à partir d'une espèce si vous voulez, mais il peut y avoir plus d'espèces, et on peut rattacher ça à ce que vous avez appris depuis la 6e. Vous savez que tous les êtres vivants ont un ancêtre commun. Un ancêtre commun, on sait qu'il avait des cellules et de l'ADN, puisque tous les êtres vivants aujourd'hui ont des cellules et de l'ADN, on en déduit qu'ils l'ont reçu d'un ancêtre commun. Comment est-ce qu'on passe d'un ancêtre commun à des millions d'espèces aujourd'hui ? Parce qu'il y a eu plein de processus de spéciation à l'origine de la diversité des espèces telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'est clair, et vous retrouverez, joint à cette vidéo, des documents qui vous permettent de récapituler tout ça. Allez, je vous souhaite de bonnes révisions.